Bienvenue sur le balado Le Gouvernail. Aujourd'hui, nous accueillons Ève Champagne, directrice des ventes chez CPS Média. Ève propose une méthode claire pour valider si votre organisation possède les bonnes bases afin de développer ou d'élargir vos ventes de partenariat. Elle explore avec nous 5 piliers essentiels. Comprendre et mesurer votre communauté, optimiser vos points de contact, intégrer efficacement les partenaires, structurer une recherche stratégique et finalement appliquer les meilleures pratiques avant, pendant et après un événement. Bienvenue au Gouvernail. Jean-François Champagne, bienvenue et merci d'être avec nous au balado Le Gouvernail. Merci Sarah de l'invitation. Je suis super content d'être avec toi ce matin. Il faut que je te dise que je suis bien honorée et encore une fois, merci de ta présence. L'AIA, l'Association des industries de l'automobile du Canada, c'est une des grandes associations canadiennes. Nous, chez l'Associé, on gère des petites, moyennes associations en termes d'envergure et je suis persuadée qu'on va apprendre beaucoup de ta perspective de la gestion d'associations. Alors, merci de venir partager ton expérience avec nous aujourd'hui. Bon, merci. Écoute, le plaisir est partagé. Oui, effectivement, l'AIA Canada, c'est une grande association, mais aussi dans mon parcours, j'ai également eu l'occasion de gérer une plus petite association aussi. Donc, il vient un petit peu là, faire le point avec, ou le pont avec le type là, d'association que vous représentez. Comment tu t'es retrouvé dans l'industrie associative? Je suis tombé un petit peu par hasard ou par intérêt parce que dans ma première carrière, j'ai travaillé dans le domaine de la sécurité électronique et très tôt, je me suis impliqué comme bénévole au niveau, entre autres, de la formation. J'étais formateur et puis j'ai participé à certaines activités de mon association, j'y croyais. Et tellement que ça a grandi à un point où l'association m'a approché en disant « quitte ton emploi, viens travailler à temps plein pour l'association ». Et c'était mon grand saut au début des années 2000. Et puis, dès que j'ai fait le saut, j'ai senti le besoin de me spécialiser en gestion associative. Puis, on est ici là, presque 25 ans plus tard, puis toujours avec autant de plaisir. Donc, dans une capacité de directeur général tout de suite ou tu as gravi, tu as évolué au sein de cette association-là? Donc, mon premier poste en gestion associative, ça a été effectivement directeur de la formation pour l'Association canadienne de la sécurité électronique. Et j'ai fait ça pendant à peu près 3 ans avant que j'aie l'opportunité de prendre la direction générale de l'association. Il y a une petite pause entre les deux, mais on se passe le détail. Et donc, j'ai géré l'association en tant que directeur général pendant à peu près 7 ans avant d'être recruté par l'AIA Canada. Et dans la gestion associative, ce qui est intéressant, on se dit souvent, est-ce que ça prend un directeur général qui vient de l'industrie ou qui comprend la gestion associative? Puis moi, je dis souvent aux gens, j'ai fait les deux. Donc, dans ma première carrière, j'étais le directeur général qui venait de l'industrie. Je connaissais les gens, mais j'apprenais la gestion associative. Alors que quand j'ai été recruté pour l'AIA Canada, on recrutait un gestionnaire qui a dû apprendre l'automobile parce que lorsque je suis arrivé de Canada, l'automobile... Tu arrivais d'un autre milieu, un autre secteur J'avais un autre milieu. complètement. J'avais une voiture, c'était l'étendue de mes connaissances en automobile. Et tu avais un bon garagiste. Oui. C'est quoi ton rôle vis-à-vis de ton CA? C'est un rôle important, je dirais. C'est un rôle que je vois en collaboration. Donc, souvent, moi, je définis la structure de gouvernance, comment ça fonctionne une association. D'un côté, tu as tes ressources internes, ton équipe, ton staff, ou l'équipe externe avec laquelle tu travailles, tes ressources internes. Tu as des membres qui jouent un très grand important. Et le troisième aussi important, c'est le conseil d'administration, parce qu'ultimement, c'est les gens pour qui tu travailles, mais c'est un travail collaboratif. Ils sont là pour établir la direction stratégique, s'assurer qu'on a les bonnes structures de gouvernance. Et ce partenariat doit être efficace parce que lorsque la gouvernance ne fonctionne pas, c'est la fondation de ton association. Quand ça ne fonctionne pas, les gros problèmes arrivent. J'en doute pas, j'en doute pas. Puis comment que tu mets le CA dans une zone de valeur ajoutée? Donc, l'important, c'est de bien établir au départ comment on va évaluer le succès. Parce que parfois, on a on a parfois 12 personnes ou 8 personnes, ou peu importe le nombre de personnes autour de la table, qui vont avoir des visions un petit peu différentes de ça ressemble à quoi le succès pour notre association. Donc, il faut établir un peu des barèmes en disant, pour nous, le succès, c'est A, B, C. Et là, ça devient clair à la direction générale, ça devient clair au management, d'être capable de bien faire en sorte qu'on atteigne ces objectifs-là. Et ça, c'est une façon d'avoir une entente entre le directeur général puis le conseil d'administration sur ce quoi on va travailler. Et là, ça devient plus facile d'avoir des discussions qui sont plus éclairées et plus ciblées. Puis, côté stratégie, comment que tu
la stratégie versus l'opérationnel. Comment Ouais. tu te situes avec eux? On a des CA qui veulent s'en aller dans Ouais. l'opération. Souvent, les conseils d'administration vont être compris de gens qui sont très confortables dans l'opération. C'est ce qu'ils connaissent, c'est ce qu'ils comprennent. Et on leur demande de jouer un rôle de gouvernance au niveau stratégique. Puis ça, c'est peut-être pas quelque chose qui est naturel pour eux. Donc, c'est facile de les inviter vers l'opération. C'est toujours, les gens vont discuter ce qu'on présente devant eux. Alors, si on leur donne beaucoup de rapports d'opération, ils vont poser plein de questions de l'opération, puis ils en veulent plus la prochaine fois. Et là, on embarque dans un cercle vicieux. L'important, c'est de garder nos conversations au niveau stratégique et d'être toujours à la garde de lorsque le conseil d'administration va trop rapidement vers l'opération, de lever la main ou d'avoir quelqu'un, un champion autour de la table, qui va dire hey, je pense que là, on est un petit peu trop rendu dans l'opérationnel, on devrait ramener la conversation au niveau stratégique. Donc ça, c'est d'avoir un bon allié, un bon président du conseil ou parfois quelqu'un d'autre dans le conseil qui est prêt à faire cette intervention-là, qui comprend l'importance de rester du côté stratégique. Oui, il faut faire des rapports d'opération. Puis, dans mon agenda, souvent, sont complètement à la fin de notre agenda de Pour conseil pas d'administration. gruger le temps sur des éléments trop, justement, dans le détail. Oui. OK. Puis, Jean-François, c'est quoi les outils que je peux utiliser pratiquement aujourd'hui? Moi, j'appelle toujours ça la fameuse agenda stratégique. C'était développé par des gens qui ont regardé comment les conseils d'administration fonctionnent. Et c'est toujours placé au début de votre agenda les éléments importants qui doivent être discutés, qui sont reliés au niveau stratégique et ce qui se passe dans le milieu. C'est quoi qui se passe dans notre environnement qui est important? Vous êtes les gens qui représentent l'industrie. Vous le savez, il y a un cadre réglementaire qui va changer. Il y a une loi qui a été adoptée qui s'en vient. On a des problèmes au niveau du financement ou peu importe, nos membres sont anxieux. Ces éléments sont très importants et c'est cette conversation-là qu'on commence. Et après ça, on se dit, est-ce que ça vient changer nos objectifs stratégiques? Est-ce que ça vient changer nos politiques d'opération? Et à la fin, on va faire des rapports d'opération. Et si on passe beaucoup de temps dans la première partie de notre agenda, puis on n'est pas capable de se rendre à la fin, bien, c'est pas grave. Au On a moins, discuté on les a adressé l'essentiel. Oui, exact. Puis on a toujours aussi la même routine hein, dans les agendas Oui. au sein de nos associations. Là. Donc, l'essentiel, le stratégique en démarrage. Toujours. OK. Les gens disent, ben là, ça nous prend un rapport financier. Mais s'il y a quelque chose d'important dans nos finances qui arrive présentement, oui, on va le mettre en haut parce que c'est un événement important. Mais si on est sur le budget va bien, les rapports d'opération nous disent qu'il n'y a rien de particulier au niveau financier, bien, on place ça à la fin de notre agenda. Ça ne donne rien À la dans les limite, en conversations. document de référence. Oui, S'il y a absolument. des questions, Oui. on peut l'adresser au VARIA, mais Absolument. l'information a été partagée, communiquée. Exactement. OK, Oui. super. Tu as dit à t'avoir perfectionné en Oui. gouvernance. Donc, j'aimerais qu'on aborde le sujet de la Société canadienne des directeurs d'associations Oui. maintenant. Tu es président sortant du conseil pour la SCDA. Oui. En quoi la SCDA peut-elle aider les plus petites associations? Écoutez, on fait souvent des blagues. Hein. Il y a une association d'associations. Oui. Il y a une association pour tout. Il y en a une pour les associations. Alors, ma première amour était dans le domaine de la sécurité électronique. Je me suis impliqué comme bénévole. Donc, je suis devenu gestionnaire associatif. Je me suis impliqué dans l'association des gestionnaires d'associations. Il y a un petit pattern là, qui se répète ici. Mais programme de formation, beaucoup de réseautage, beaucoup de partage de connaissances, beaucoup d'opportunités d'apprendre des gens qui font un travail similaire au nôtre. Et c'est là qu'on établit beaucoup là, de meilleures pratiques. Le fameux agenda, Oui. la structure des choses comme ça. Et donc, ça, c'est important. Et je dirais peut-être la partie très importante pour les gestionnaire, c'est le fameux programme là, de formation CAE. Là. J'ai mis mon petit pin ce matin. Fier ambassadeur. Oui, exactement. Donc, une formation là, en gestion associative, gouvernance, opération, programme, membership, tout ensemble des éléments importants pour gérer une association. Donc, le programme de certification en gestion d'association, ça, c'est un programme de 5 modules offert en anglais. Oui. Parle-nous de ces modules-là. Donc, moi, à l'époque, j'ai fait la version originale. Elle est constamment mise à jour. Et là, il y a une nouvelle approche un petit peu qui est la façon un peu plus modulaire. Donc, à l'époque, on la prenait dans l'ordre CA 100, 200, 300, 400, 500. Maintenant, on peut choisir de faire du micro-credential. Comment on dit ça en français? Des Micro-programmes. Micro-programmes. Oui. Donc, gouvernance, programme, leadership, et il y a un quatrième. Et donc, ce que ça nous permet de faire, c'est de vraiment cibler la formation spécifique en gestion
associative sur ces sujets-là. On parle de gouvernance beaucoup, comment travailler avec le conseil d'administration, bien, c'est le premier module, mais on pouvait prendre dans l'ordre et dans le désordre, j'imagine, exactement. En fonction de nos besoins ou de nos enjeux au sein de notre association. Donc, gouvernance, leadership, opération, création de valeur ajoutée aussi. Oui. C'était quoi ton module préféré? Moi, la gouvernance. Oui. Donc, c'est sûr que en travaillant directement avec un conseil d'administration, c'est peut-être aussi ce qui a le plus de besoin aussi. Quand on commence, justement, on fait face à des conseils d'administration qui parfois vont dans comment je fais, comment je m'outille pour bien faire en sorte d'avoir une structure qui permet que le conseil d'administration est efficace en stratégie. Est-ce que c'est lui que tu recommanderais de prendre en premier? Est-ce que ça découvre un peu? Quiconque qui est directement impliqué ou indirectement avec les comités, le conseil d'administration, les structures d'organiser des bénévoles, le module de la gouvernance, là, c'est un must, absolument. Dans ma carrière, je suis fier de dire que j'ai incité beaucoup de gens à poursuivre la certification complète. Aujourd'hui, j'ai 3 directeurs d'association qui étaient dans mon équipe, qui ont gradué là, au cours des années avec le programme de CAE. Puis j'en ai plusieurs, par contre, qui effectivement m'ont appris un cours, le fameux cours de gouvernance, pour les aider parce que peut-être dans leur cheminement, c'était suffisant pour eux. Puis le cursus peut durer, j'imagine, ça varie parce qu'on le suit à notre rythme, mais le temps moyen normal? Donc, c'est 6 mois. Donc, il y a quand même... Oui, c'est sûr, c'est à votre... Par module, tu veux dire? C'est par chaque module, okay. Oui. Parce que ce qui arrive, il y a quand même des collaborations en groupe. Ce qui est intéressant, c'est qu'également, on établit un réseau avec des gens qui travaillent dans le domaine associatif aussi, d'autres domaines. Très participatif. Très participatif. Et il y a certains productions de rapports qu'on doit faire à certains temps. Et donc, c'est sûr qu'il n'y a pas de présentation formelle, mais il y a quand même un certain ordre à suivre là, pour être capable d'obtenir la certification pour le module. Est-ce qu'on peut quand même apporter de notre quotidien dans les exercices, les projets? Absolument. Oui, hein? D'ailleurs, à chacun des modules, j'ai écrit un programme, j'ai écrit un rapport qui utilisait beaucoup comme base l'association dans laquelle je travaillais. Au début, je n'étais pas encore directeur général. J'ai apporté ça à la directrice générale. Je disais, Jean-Passant, regarde ça, je viens d'écrire ça pour mon CA. Ah, c'est intéressant. Et donc, oui, c'est sûr que c'est des exercices ne sont pas toujours appliqués exactement à la réalité, mais qui donnent une très bonne piste d'exploration pour comment on peut faire en sorte Et j'ai des gens dans mon équipe qui sont venus, et Jean-François, voici mon rapport sur les programme 300, voici tel programme qu'on utilise présentement, on pourrait faire une... Voici mes recommandations. Voici mes recommandations, donc wow. C'est très intéressant, c'est très appliqué à notre secteur, absolument. C'est super intéressant. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus sur ce programme-là? On pourrait dire, Sarah, il va falloir que tu commences ton programme de CAE, c'est ça? Moi, je pense, un jour, tu m'avais dit, il va falloir que je m'implique peut-être puis me lancer dans ma formation CAE. Oh, je l'ai envisagé. C'est encore sur la boîte à idées, la boîte à projets. Merveilleux. J'hésite entre ça et des cours d'ébénisterie. Je suis désolée, là, je t'amène complètement ailleurs, mais on dirait que le cerveau, des fois, a besoin d'un certain équilibre. Je comprends ça. Mais je sais que tu vas faire le bon choix. Non, je sais que tu vas faire le bon choix. Je t'agace. Excellent. Donc, tu m'as parlé beaucoup de Glenn Tucker lorsqu'on a abordé l'idée du balado en premier. Parle-moi de cet agenda stratégique-là. Oui. Glenn Tucker ou Tucker International, Glenn est très, très, très connu. C'est un Américain qui a passé sa carrière entière dans le domaine de la gouvernance pour association. Il a lancé un programme de formation, je pense que ça fait 40 ans qu'il le fait, où c'est en fait des symposiums, 2 jours, où ce qu'on amène dans une salle le président du conseil et le directeur général. Donc, il faut imaginer des fois une salle avec 100 personnes, 50 pairs en fait, la personne dans l'équipe qui est la plus senior, le directeur général, président, directeur général, peu importe, et le directeur, est-ce que le président élu... Président du conseil d'administration. C'est ça. Et pendant 2 jours, comment on fait en sorte que ce partenariat-là soit le plus efficace possible. Wow. Donc, moi, à chaque année, je retourne, ça fait 14 fois, je pense, que je fais le programme. J'ai arrêté de compter. Non, mais tu le donnes l'année prochaine, c'est ça? Bien, en tout cas, j'ai parlé à Glenn, c'est drôle. Il dit, bien là, je prends ma retraite. Serais-tu intéressé? Mais blague à part, c'est un programme qui permet d'établir une base avec la personne avec qui on doit travailler de façon efficace. Parce que lorsqu'il y a un bris qui se fait entre le directeur général et le président du conseil, c'est là qu'on a des gros problèmes structurels pour l'organisation. Et ultimement, bien, c'est les membres de l'équipe et c'est les membres
de l'association qui paye pour ça. C'est certain, c'est certain. Donc, Ça revient à ce qu'on discutait tout à l'heure, l'opération versus la stratégie, la compréhension du rôle, la compréhension de la part. ouais, comprendre la responsabilité. Donc, lorsqu'il vient le temps d'établir l'agenda du conseil d'administration puis de présider, c'est le rôle du président du conseil de faire ça. Mais lorsque c'est le temps d'engager des employés, faire des choix sur l'endroit où on va faire notre prochaine conférence, des choses comme ça, c'est de l'opération, c'est ma responsabilité en tant que directeur général et non pas celle du conseil d'administration. C'est là qu'on comprend et c'est sûr qu'il y a une zone grise. Et d'avoir des mécanismes, lorsqu'on arrive dans la zone grise, pour dire hey, Pierre, Robert, Marie, il faut s'ajuster, là, on est dans la zone grise. Là. Est-ce qu'on se comprend bien là-dessus? C'est moi qui prends la décision ou c'est une question du conseil? Et donc, parfois, de bien comprendre cette limite-là. Et c'est là que l'importance là, de passer sur 2 jours en formation avec Glenn, qui, autour de 40 ans, est capable à chaque année de parler des tendances, comment ça évolue. Puis, je me suis dans les 10 dernières années, Glenn souvent a dit, on a des gros problèmes de gouvernance dans nos organisations aujourd'hui. Les changements sociologiques, la société a changé, la technologie, tous ces éléments-là font en sorte que de plus en plus, notre gouvernance, c'était très important, puis elle est un petit peu malade, malheureusement. C'est vraiment un beau cadeau à faire à ses membres, à Oui. son conseil d'administration. Ouais. Avez-vous une espèce de charte de conseil d'administration où est-ce que vous recherchez certains types de profils, d'expertise? Vous avez tout cet équilibre-là? Moi, quand je suis arrivé à l'AIA, j'étais fier de voir qu'il y avait déjà eu un travail qui s'était fait à ce qu'on appelle un profil ou un processus de recrutement des membres du conseil d'administration qui sont basés sur aller chercher les bons talents en fonction de ce que l'association a de besoin. Parfois, c'est du légal, parfois, c'est des ressources humaines. Parfois, il y a un aspect géographique. Nous, on est national. On dit, bien là, on aurait besoin d'une meilleure représentation dans l'Ouest canadien. On ne comprend pas bien les enjeux là-bas. Il y a certains intervenants qui vont avoir une expertise dans le domaine automobile qu'on n'a peut-être pas non plus. Et à chaque année, le comité de nomination travaille à remplir, si on veut, là, les rôles qui sont laissés vacants avec les gens qui ont les bons talents. C'est sûr que ce n'est pas parfait, mais ce processus est important parce que, ultimement, l'efficacité du conseil d'administration, c'est ça, c'est d'avoir les bonnes gens et d'avoir la bonne chimie. Dans les plus petites associations ou les plus modestes, parfois on sent une certaine difficulté au niveau de notre recrutement ou d'identifier nos besoins. Ouais. Ça serait quoi tes conseils pour les gens à l'écoute? Moi, je ne pense pas que c'est la grandeur de l'association nécessairement. C'est d'avoir un bon processus, qu'on soit petit ou grande association, d'avoir un bon processus qui va venir identifier effectivement c'est qui on a de besoin et d'assurer la relève. Ça prend des bénévoles qui cherchent d'autres bénévoles ou des gens peut-être qu'on n'a pas pensé à venir participer sur l'association. Donc, l'aspect recrutement pour le conseil d'administration, c'est la responsabilité de tout le monde. Parce qu'il moi, je l'ai souvent entendu, petite et grande association, parce que tu as des membres du conseil d'administration qui se sentent obligés de rester au conseil d'administration parce qu'ils ne sentent pas qu'il y a de relève. Et je dis souvent aux gens, il y a beaucoup de gens dans l'ombre qui ne vont pas lever la main tant et aussi longtemps que la vacance n'est pas là. Et donc, si vous êtes sur un conseil d'administration aujourd'hui et que vous vous sentez obligé de rester, bien, je vous dis, la journée où vous avez officiellement annoncé que vous quittez, à votre grande surprise, des gens peut-être qui vous avaient dit avant, je ne suis pas certain, vont se commettre. Est-ce que tu dirais que l'alignement de la Charte des règlements généraux est peut-être pas optimisé justement pour planifier, prévoir cette relève-là? Je m'explique. Dans certaines associations, on a des mécanismes où est-ce qu'il y a présidence élue, présidence sortante. Donc, il y a un trio de présidents où est-ce qu'il y a un roulement et une formation, une passation et un accompagnement. Et ça fonctionne extrêmement bien. Oui. Puis il faut le faire aussi pour le conseil d'administration aussi, pour les directeurs et également les administrateurs, c'est important ça aussi. Ça ne marche pas tout. Même dans les grandes associations, on a eu des instances où les gens quittent le secteur ou des choses comme ça. Donc, il faut être capable d'avoir aussi, comme au hockey, c'est pas juste la première ligne, il faut avoir une deuxième, une troisième ligne, d'être prête. C'est sûr, il y a des événements qui peuvent faire en sorte que c'est plus difficile, mais oui, ça prend ça pour assurer, encore une fois, une continuité. Il faut amener du sang neuf, il faut amener des nouvelles idées. Et les meilleurs bénévoles, on peut faire le parallèle, on peut le voir en politique aussi. On ne parlera pas de politique provinciale ou fédérale, mais on le voit, nos chefs, éventuellement, les plus populaires, deviennent un peu impopulaires. Puis on se pose la question pourquoi. En leadership, éventuellement, il arrive un temps où il faut amener du sang neuf, des nouvelles idées.
Puis, il faut établir dans nos structures des façons de faire qui vont assurer qu'on amène ce nouveau 109, que ce soit une petite ou une grande association. Donc, on révise nos règlements généraux lundi matin. Oui. On va avoir un certain nombre de limites. Là. Je vais prendre le cas de la SCDA, donc où je suis président sortant. Le meilleur rôle sur un conseil d'administration en passant, là, le président sortant, c'est merveilleux. Il n'y a pas trop de travail à faire. Le coach et mentor, oui, c'est ça. l'accompagnement. Appelez-moi si vous avez besoin de quelque chose, puis le téléphone ne sonne pas. Là. Mais oui, là, j'en perds mon idée. Mais non, mais t'as donné dans la position de président. J'ai tenté, on tente toujours de faire ça. Mais à la SCDA, ce sont des termes de 2 ans et c'est 3 termes maximum. Donc, une fois qu'on a servi 6 ans au conseil d'administration de la SCDA, on doit quitter. Donc, c'est les petites structures comme ça qui permettent d'avoir des... Moi, je considère que c'est un excellent mécanisme. Je veux dire, planifier la relève, amener des idées nouvelles, tu l'as mentionné. Donc, de mettre la règle là, d'un 6 ans. 6 ans aussi, c'est une belle contribution. Quelqu'un qui veut continuer à s'impliquer... il y a plein d'associations à l'écoute qui ont des besoins, j'en suis persuadée. Et je vais aller plus loin. Je pense que la nouvelle génération qui voient moins leur carrière en fonction de 25 ou 30 ans, ils voient peut-être plus ça entre 5 et 10 ans, sont peut-être plus frisqués à l'idée de s'engager dans leur association parce que justement, ça va prendre 10 ans avant que je me rende à la présidence. Les gens restent là pendant... Et donc, d'offrir une structure qui dit, oui, tu peux venir pour 3-4 ans. Plus accessible. Il faut faire en sorte qu'encore une fois, c'est plus intéressant pour certains de vouloir s'impliquer. C'est un bon truc. Merci, Jean-François. Maintenant, j'ai une question concernant les processus d'évaluation. C'est quoi ton opinion ou tes recommandations pour l'évaluation de la performance des administrateurs? Ouais. Parce qu'on en a pour l'équipe, la permanence. Est-ce qu'on en a pour les administrateurs du conseil d'administration aussi? Aïe, aïe, aïe. J'espère que Glenn Tucker n'écoutera pas ce balado-là, il ne sera pas content. Mais de façon structurelle, on a des bénévoles, on a des employés. Ce sont des gens avec qui on a des objectifs, on a besoin des attentes de performance et on devrait les évaluer autant l'un que l'autre. Un bénévole va vous dire, moi, je ne reçois pas de compensation, mais il y a toujours une compensation pour servir comme bénévole. Représentation, il y a plein d'avantages qui ne sont pas nécessairement pécuniers pour un administrateur. Et donc, en retour de ces avantages-là, il faut s'assurer qu'il performe bien. Il y a une cause à faire avancer. Et bien que tout semble... Je vais être très transparent en disant nos efforts à l'AIA Canada d'implémenter un programme formel d'évaluation des directeurs n'a pas très bien fonctionné. C'est pas facile. C'est pas dans l'ADN des gens qui viennent siéger en conseil d'administration d'avoir cette évaluation-là. Peut-être que ça peut se faire dans un cadre qui est peut-être moins formel ou formalisé, exact. Mais qui se doit quand même d'être... Moi, ce que je recommande aux gens, à la fin de chacune de vos rencontres de conseil d'administration, un petit sondage en ligne. Aujourd'hui, c'est pas difficile. Un petit sondage en ligne anonyme où les gens peuvent décider de marquer leur nom. On a-tu bien rencontré? On a-tu bien travaillé ensemble? On a-tu rencontré nos objectifs? Y a-tu un commentaire? Et donc, on est capable... C'est une idée simple, mais géniale, ça. Et donc, ça devient l'ouverture, peut-être des fois, où on le partage avec le conseil d'administration. On a passé trop de temps dans l'opération et parfois, les voix qui ne sont pas aussi fortes autour de la table vont par voie de sondage vous dire « Je trouve qu'on a passé beaucoup de temps là, à parler de la couleur du décor au prochain congrès national. Il faudrait passer à d'autres choses. » Et donc là, les gens voient ça. Et donc, ça nous rappelle de nous ramener à la bonne endroit. Puis, si on commence à avoir des éléments là, plus inquiétants, on peut vraiment adresser ça de cette façon-là. J'adore. Merci pour le partage, c'est une excellente idée. Comment maintenant tu mobilises les membres du conseil d'administration pour faire avancer l'industrie? Souvent, nos gens, non seulement ce sont des gens qui ont un rôle de gouvernance comme directeur sur le conseil d'administration, sont aussi nos meilleurs ambassadeurs. Et il faut faire attention parce que aussi, des fois, il y a de la confusion au niveau opération versus la gouvernance. Un directeur, un administrateur à l'extérieur du conseil d'administration n'a pas plus de pouvoir qu'un membre régulier. Mais c'est un membre qui est informé, qui est impliqué, qui est engagé. Donc, ce sont nos meilleurs membres à mobiliser, si on veut, pour certaines activités. Sont déjà, en fait, dans le flux d'informations qui est important pour savoir ce qui se passe. Et le meilleur vote de confiance, on lance le programme ABC. Est-ce que nos directeurs, eux, embarquent sur ce programme-là? C'est le premier vote de confiance. Et de leur donner les bons outils pour être les amplificateurs de ça. Donc,
réseaux sociaux est un bel exemple. Mise à jour au conseil d'administration, nous allons lancer telle campagne, c'est maintenant en réseaux sociaux, ça serait bien si vous étiez capable d'aller sur le réseau. Ils doivent être des ambassadeurs. Là. Oui, je pense, bien c'est sûr. Si on croit à l'industrie, on croit à notre association, on participe comme administrateur, il faut également être un membre actif, c'est certain. Ce qui n'est pas toujours facile. Je l'ai vécu justement à la SCDA. Je suis devenu le bénévole qui siège au conseil d'administration, qui dit « Je vais être un membre engagé. » Bon, on est tous occupés, mais il faut faire l'effort. Encore une fois, dans la catégorie expérience, engagement, là, j'ai une grande question pour toi. Peut-être que tu pourras y aller de quelques exemples là, parce qu'on a plusieurs années là, à titre de directeur général. Quelles leçons as-tu tirées de tes années passées sur les conseils d'administration et qui pourraient aider d'autres administrateurs? Je vais revenir à ce que je parlais au début. Il a fallu que j'apprenne assez rapidement à créer les fameuses balises entre l'aspect stratégique, opérationnel et d'assurer qu'on a un conseil d'administration qui est collégial puis collaboratif. Donc, de mettre en place des outils comme l'agenda stratégique, de bien placer la structure, d'inviter des conversations riches au niveau stratégique en plaçant l'information devant eux qui est importante. Pas minimiser, mais mettre en second plan l'opération, parce que si on met beaucoup d'emphase sur l'opération, c'est là que le conseil d'administration va naturellement aller. Ça, c'est important. Et je crois que c'est quelque chose que j'ai appris, c'est je suis très pragmatique. Parfois, on est porté à mettre de côté peut-être l'aspect humain. Les gens, si on veut qu'ils travaillent bien ensemble, il faut trouver des opportunités que ces gens-là ne soient pas juste focusés sur le travail à faire, mais aussi capables de développer les liens. La confiance s'établit lorsqu'on se connaît mieux. C'est vrai aussi là, dans la vie en général, mais ça s'appelle aussi là, un aspect de succès pour le conseil d'administration, c'est de voir des gens qui sont bien capables de travailler ensemble, qui ont établi une bonne confiance entre eux. As-tu des trucs pour ça? Comment tu amènes les gens du conseil d'administration à connecter ensemble? Bien, nous, on fait des rencontres, donc c'est un mix de rencontres en présentiel et en virtuel, et c'est d'optimiser le temps qu'on a ensemble lorsqu'on est en présentiel. Mon conseil d'administration se rencontre la semaine prochaine, donc on a un souper la veille, puis on permet de façon là, à la bonne franquette de se rencontrer, puis pas d'agenda. C'est vraiment juste l'idée d'avoir, je dis souvent, on veut simplement avoir des humains dans le même espace. C'est fondamental. Qui peuvent connecter, parler de leurs enfants, de leurs activités, de leur entreprise, et ça l'aide beaucoup à permettre que collectivement, ils sont plus capables d'amener, de supporter les décisions qu'ils vont prendre, parce que là, ils sont capables de comprendre un petit peu la dynamique, le respect et la confiance qu'ils ont envers les autres membres du conseil. Puis naturellement, je crois qu'ils tombent plus facilement en mode écoute, de bien considérer toutes les opinions, les perspectives, les enjeux, surtout que vous couvrez tout le Canada là, lors de la prise de décision. Wow. Bien, touche du bois, je suis content, on a du bois ici. J'ai eu le privilège de servir avec des conseils d'administration qui ont été très efficaces. Ça fait 10 ans que je suis à l'OIA, puis mon président du conseil change à tous les ans, donc je suis rendu à mon 11e président du conseil. Et de façon générale, on a eu des conseils d'administration engagés, on rit. C'est collaboratif, hein, on travaille fort, il y a des conversations qui ne sont pas faciles. On rit, il y a énormément de respect dans la salle et à la fin, on a le sentiment que collectivement, on a avancé pour l'association puis l'industrie. Donc, je pense que c'est ça qui est important. De quoi tu es le plus fier à date de ton mandat? Nous, à l'AIA Canada, on représente tous les intervenants dans le marché secondaire. C'est 100 000 emplois au Québec, c'est 4 000 entreprises. Nous, c'est le droit à la réparation. Et peut-être que vous avez entendu parler effectivement de l'adoption de la fameuse loi sur le droit à la réparation, la réparabilité des biens et l'obsolescence programmée. C'est la première fois au Canada qu'il y a une loi adoptée sur le droit à la réparation qui s'adapte, qui est spécifique à le domaine automobile. C'est le grand cheval de bataille de l'OIA depuis 20 ans. Depuis 20 ans. C'est le mien depuis 10 ans. Et puis, on n'avait jamais été capable d'avoir un cadre réglementaire et c'est arrivé au Québec. Là. La loi est tombée, en fait, là, en action et maintenant là, effective depuis le 5 octobre 2025. Donc, c'est tout nouveau. Félicitations. Moi, merci. Félicitations. Est-ce que c'est propre au Québec ou là, vous en allez militer dans toutes les provinces? Mais là, je ne voudrais pas tout donner l'information à nos compétiteurs qui sont moins contents de l'implémentation de la loi, mais effectivement, on a créé maintenant un intérêt de la part de d'autres gouvernements provinciaux. Nous, on préconise une solution fédérale.
Mais en l'absence de mouvement au niveau fédéral, bien, c'est sûr qu'on s'est retourné vers les provinces. Puis ça, c'est un beau succès. Là. Je suis bien content. Donc, un grand rôle de relations gouvernementales. Exactement. Félicitations. Qui arrive bien pour compléter mon 10 ans là, de travail à l'AIA Canada. Et quelle est la suite? Quel est le prochain cheval de bataille? Je ne sais pas. Et c'est drôle parce que lorsque je suis arrivé à l'association, on parle souvent effectivement de l'importance du leadership, puis d'amener du renouveau et du sang neuf. Et il faut appliquer ce qu'on prêche. Donc, moi, lorsque je suis arrivé à l'AIA, je leur ai toujours dit, écoutez, je vais sûrement rester 5 ans avec l'AIA, mais je ne resterai pas plus que 10. Et bon, c'est facile de dire ça quand ça fait 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Éventuellement, je suis arrivé à la conclusion, bien, ça va faire 10 ans que je fais l'AIA. Et donc, j'ai annoncé mon départ. On vient juste d'annoncer ma remplaçante qui va prendre le gouvernail là, de l'association au mois de janvier. Moi, je vais rester là, jusqu'au début de l'été prochain. Passation, le transfert du pouvoir pour s'assurer qu'elle est capable là, de bien prendre la gouverne de l'association avec les bons outils. Et puis moi, ben, je vais prendre une petite pause. Une pause durant l'été. Oui, absolument. Et à l'automne 2026, je vais chercher quelque chose qui va me permettre de continuer à aider les associations. C'est ça ma passion. En fait, mon industrie, ma passion, c'est le domaine associatif. Donc, je serai de retour dans une forme ou une autre. Bon, mais l'invitation est lancée aux auditeurs, aux gens à l'écoute, un directeur général chevronné, d'années d'expérience. Je te souhaite le meilleur des succès, Jean-François, et félicitations pour toutes ces années d'engagement, de mobilisation. Tu as accompli de grandes choses. Félicitations. Ben, merci à toi aussi, Sarah. J'ai suivi évidemment tout le cheminement de l'associé de presque depuis le début. Puis je pense que félicitations. Puis ça va me permettre de dire à toi, merveilleux pour le cheminement de ton entreprise qui continue à grandir, puis que le bon modèle d'affaires et qui aide les associations. Je pense qu'on a tous les deux la passion des associations. Alors, comme Obélix, on est tous les deux tombés dans la potion. Absolument. Merci encore. À vous à l'écoute, merci d'avoir été avec nous pour cet épisode du Gouvernail. On vous invite sur la plateforme de votre choix pour davantage de contenu de gouvernance, de gestion d'associations et d'événements. Merci.